Bonjour à tous. Sans plus attendre, je cède la parole à notre président, le professeur Gilles Bonnet, pour l'introduction à ces rencontres. C'est bien noté. Merci, monsieur le vice-président, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, chers collègues, chers invités, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis très heureux et honoré de ne pas vous accueillir ce matin pour les Journées internationales de la francophonie et de ne pas vous souhaiter la bienvenue à l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour ces journées. Vous voudrez bien pardonner, je l'espère, cette pâle copie de la non-demande en mariage de Georges Brassens, adaptée au contexte académique qui est le nôtre. Mais c'est qu'il ne s'agit pas de simples journées, justement, qui prendraient la francophonie comme une thématique parmi d'autres possibles. Ce sont en effet bien plus précisément des rencontres, au sens plein et entier du terme, qui s'ouvrent aujourd'hui dans nos murs. Alors cette fois, oui, pour de vrai, comme disent les enfants, je suis bien sincèrement très heureux et très honoré de vous accueillir ce matin pour ces rencontres internationales de la francophonie 2025 et fier de vous souhaiter la bienvenue à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Notre institution a depuis de nombreuses années fait de la francophonie un espace partagé de formation et de recherche, jusqu'à créer un Institut international de la francophonie, 2IF, aujourd'hui plus actif que jamais. L'année 2024 a vu ainsi se concrétiser de nombreux projets d'envergure. Je pense notamment à l'Alliance M des universités francophones méditerranéennes. Et cette année 2024 a également vu se poursuivre des programmes au long cours, tels que le Dictionnaire des francophones que tout le monde ici connaît bien. Je souhaite donc remercier toutes celles et tous ceux qui s'investissent quotidiennement et qui permettent aux formations comme aux recherches sur la francophonie, sur les francophonies, faudrait-il peut-être dire, de rayonner au sein de notre université. Les équipes de 2IF, sous la responsabilité de M. Guillaume Godineau, bien sûr l'équipe des relations internationales, pilotée par M. Nicolas Rimet, sous la férule amicale de M. le vice-président Manuel Jobert, récemment rejoint par M. le vice-président Pierre-Yves Modicom. Mes remerciements s'adressent également à toutes les intervenantes et à tous les intervenants de ces rencontres qui vont explorer les liens qui nous unissent au Brésil à travers plusieurs approches complémentaires, intervenantes et intervenants qui nous font l'honneur et le plaisir de venir jusqu'à nous. Nos collègues, mesdames Natalia Guerrerus, Simele Suarez Rodriguez et Hong Kandang, sont tout particulièrement investis dans l'organisation et l'animation des activités qui vont scander ces 2 jours, et je les en remercie bien sincèrement. Nous avons besoin de telles rencontres pour affirmer notre besoin de commerce avec le Brésil. Rassurez-vous, je ne parle pas ici du sujet épineux du Mercosur, mais bien plutôt de la rencontre en tant qu'elle est un commerce interpersonnel, si j'en crois le dictionnaire, de la rencontre comme possibilité de conversation et d'échange. C'est un commerce d'esprit, c'est un commerce d'idées que celui-là, et je me réjouis en tant que littéraire de voir que ces rencontres débutent par une table ronde d'écrivains et qu'elles s'achèveront par la remise du prix Caméléon, qui célèbre ce rapport si complexe entre un texte originel et le geste de traduction. Entre-temps, nous aurons eu une conférence des auteurs ce matin, mais également la visite de l'exposition d'ouvrages sur le Brésil et des ateliers culturels. Un très riche programme, donc, qui constitue le point d'orgue de cette année universitaire que la Faculté des langues a décidé de mettre sous le signe du Brésil, en offrant au personnel et aux étudiants de très nombreuses manifestations culturelles. Pourquoi le Brésil ? La question a déjà été posée. Je viens, me semble-t-il, de donner quelques raisons qui justifient déjà pleinement le choix qui a été fait pour l'édition 2025 de ces rencontres de la francophonie. J'ajouterai, si vous me le permettez, que nos liens académiques avec les institutions brésiliennes dépassent le cadre de la simple coopération. Ils sont anciens, ils sont suffisamment forts pour être structurants. J'ai pu m'en rendre compte personnellement en septembre dernier lorsque nous avons effectué avec la faculté de droit, la faculté des langues et l'IAE Lyon une mission à São Paulo. La double licence de droit PITES fêtait en effet ses 10 ans d'existence à la grande satisfaction de notre université et je crois pouvoir le dire, à celle de l'Université de São Paulo. L'USP est en effet pour nous un partenaire de choix dont la confiance tout au long de ces années nous honore. Nous avons eu l'occasion, à la suite de cette mission, de renforcer encore nos liens, par exemple avec une convention inscrivant dans le temps long notre collaboration en matière de doctorat. Des projets en langue, mais aussi dans le champ de l'entrepreneuriat, sont en train d'être finalisés.
Mais c'est aujourd'hui donc plus particulièrement à travers le prisme de la francophonie que nous célébrons nos liens avec le Brésil, cette grande terre francophone, puisqu'il s'agit du pays d'Amérique du Sud, je ne vous apprends rien, qui compte le plus de locuteurs français, 620 000, me laissais-je dire. Ce pays développe l'apprentissage de la langue, de la culture française, grâce notamment à pas moins de 20 universités brésiliennes qui sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie et qui contribuent ainsi à l'enseignement du français et de la recherche sur la francophonie. La Fédération brésilienne des professeurs de français, quant à elle, joue un rôle essentiel dans la promotion de la langue française et dans l'organisation d'événements culturels et éducatifs. J'en oublie, mais les partenaires ne manquent donc pas, vous le voyez, c'est le moins que l'on puisse dire pour les acteurs français dont nous faisons partie, qui souhaitent contribuer au renforcement de l'apprentissage de la langue française au Brésil. Les rencontres France-Brésil sont pour ces raisons-là toujours des moments importants. Je ne parlerai même pas, mais c'est simplement par manque de temps et non par manque d'envie, du quart de finale mythique de la Coupe du Monde 1986, ni de celui de 2006, connu désormais sous le nom de Masterclass de Zidane, ou de la finale de 1998. Je n'évoquerai qu'à peine, malheureusement, ces moments de partage entre les deux équipes du Joga Bonito. Mais j'ai plaisir à noter tout de même des points communs entre cet aparté footballistique, que vous voudrez bien me pardonner, et ce qui nous réunit aujourd'hui. Au détour d'une case du très beau livre de Nicolai Pinheiro, Ivo a mis les voiles, on apprend ainsi que le vieil âne de Dona Linda, c'est page 98 de cette bande dessinée, se prénomme Garrincha, comme le célèbre dribbleur de la Seleção. Je crois savoir par ailleurs que Jean-Paul Delfino, qui met en scène notamment dans son roman Guyane le rôle crucial de la frontière entre le Brésil et la Guyane française et du partage de la langue, je crois savoir donc que l'auteur par ailleurs de la suite brésilienne est également mu par un fort tropisme footballistique. N'est-ce pas finalement bien compréhensible si l'on accepte de considérer que l'inspiration, comme l'écrit dans un essai récent mon collègue Laurent Zimmermann de Paris 8, comparant l'écrivain Pessoa au footballeur Zidane, encore lui, je le cite, « Le sujet s'ouvre à l'autre, il ne reste pas fermé comme une force recluse en soi, mais entre dans une trajectoire qui le conduit vers l'altérité. » Je n'étais donc finalement pas tant que cela sorti du sujet, si football et littérature partagent une inspiration qui se laisserait définir, je cite encore, comme un appel vers l'extériorité. Les rencontres qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent, me semble-t-il, pleinement dans ce sillage, puisqu'elles nous invitent à dépasser les clivages, et c'est aussi en cela qu'elles nous importent. Elles viennent souligner la coexistence et l'enrichissement mutuel de la lusophonie et de la francophonie sur le sol brésilien, et par conséquent la complémentarité de ces approches académiques et scientifiques au sein de notre établissement. Parce que la rencontre est cette sortie de soi pour mieux comprendre l'autre, ce décentrement fructueux dans l'échange et l'ouverture au possible, voire à l'imprévu et au contrepoint, elle me semble définir au mieux le cadre dont nous avons besoin pour que dans le contexte géopolitique actuel, les acteurs du savoir, de l'art et de la culture jouent pleinement leur rôle. Pour qu'ils jouent pleinement leur rôle en incitant chacune et chacun à ne pas se contenter des préconstruits, des stéréotypes et des clichés simplistes, en permettant à toutes et à tous de dépasser l'imagerie pour atteindre l'image, à délaisser le slogan au profit de la phrase, c'est-à-dire à se mettre ou à se remettre en contact avec ces creusets forcément complexes car pluriels et contrastés, où peut se construire le sens en tant qu'il est notre bien commun. Nous avons cruellement besoin de cela aujourd'hui plus que jamais, et c'est notre responsabilité que d'y contribuer en tant qu'université accueillant de jeunes esprits en voie de formation et d'émancipation. Alors je vous remercie bien chaleureusement, toutes et tous, de nous aider par votre présence et votre contribution à ces rencontres à assumer cette responsabilité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, cher Gilles. Alors, l'avantage d'être vice-président d'un président qui prépare des beaux discours, c'est qu'on a moins de pression et on peut faire des discours plus brefs. Donc, je vais prendre la parole quelques instants seulement. Donc, à mon tour de vous accueillir et de vous dire que je suis très heureux d'être là pour cette 3e édition des rencontres internationales de la francophonie, sous son format actuel. Il y avait des rencontres avant, mais ça fait 3 ans que nous avons changé le format. L'Institut international pour la francophonie, qui fête aujourd'hui ses 25 ans cette année, porte ces rencontres, mais met un point d'honneur à le faire en collaboration avec plusieurs services de l'université. La bibliothèque universitaire,
représenté par M. Lionel Mignot ici. D'autant plus que cette année, les rencontres sont associées au prix Caméléon, dont M. le Président vient de parler. La Faculté des langues et ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la Semaine culturelle des pays de langue portugaise, qui en est à sa 6e édition, si mes informations sont correctes. Je n'oublie pas non plus le centre de compétences en langue, où auront lieu des ateliers dès demain, et le service des sports, grâce auquel une initiation, non pas au football, mais à la capoeira, sera, entre autres, proposée demain après-midi. L'Institut international pour la francophonie pilote cette journée dite scientifique, et le service des relations internationales, situé à la Manufacture des Tabacs, pilote la journée de demain. C'est donc l'université dans son ensemble qui célèbre la francophonie, comme ce fut le cas pour les 2 éditions précédentes, marquant dans la durée la transversalité de la francophonie dans notre université. À mon arrivée à la direction de 2IF, j'ai souhaité, en accord avec l'orientation souhaitée par notre président, ouvrir la francophonie, étudiée préférentiellement sous son aspect institutionnel, dite francophonie grand F pour les spécialistes, donc de l'ouvrir à une francophonie plus culturelle et linguistique, dite petit f, sans pour autant gommer la première dimension. Ainsi, en 2023, nous avons consacré les RIF. À partir du moment où on utilise un acronyme, c'est que ça fait partie de l'histoire et de la tradition. Nous avons consacré les RIF à la Louisiane en invitant notamment plusieurs écrivains d'expression française. En 2024, c'est la francophonie en Chine qui fut mise à l'honneur à l'occasion des 70 ans des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Et là encore, plusieurs écrivains chinois d'expression française étaient invités. Cette année, le Brésil vient accentuer cette tendance en célébrant ce que j'appelle volontiers la francophilie, avec, M. le Président le rappelait, ses 620 000 francophones et ses 150 000 apprenants de français, ce qui en fait le pays d'Amérique du Sud avec le plus grand nombre de locuteurs francophones. C'est donc les 3 F que notre institut souhaite porter. Francophonie institutionnelle, dite grand F, francophonie petit f, culturelle et linguistique, et francophilie. Les transformations rapides et inquiétantes des relations internationales rendent nécessaire de repenser la francophonie, et notre institut, tout en conservant ses relations historiques, entend s'ouvrir à des régions qui ne sont pas spontanément perçues comme relevant de la francophonie. Monsieur le Président le rappelait, nous avons créé une alliance méditerranéenne francophone, appelée M, qui regroupe 14 universités du bassin méditerranéen, et nous densifions nos relations avec l'Asie autour d'un pôle fondé sur la francophonie, francophilie, et le développement durable. Le Brésil et l'Amérique du Sud, dans son ensemble, font partie de pays dans lesquels l'enseignement du français, la circulation de la culture et de la littérature en langue française nous importent. Les liens privilégiés que notre université entretient avec les universités brésiliennes, il était question de PITES, doivent être développés et étendus à d'autres disciplines, et nous en prenons le chemin avec effectivement des projets en langue et par le biais de notre IAE. Je souhaite terminer cette très brève présentation en soulignant le dynamisme de notre département de portugais qui s'attache à transmettre la langue et la culture des pays de langue portugaise, qu'il soit assuré du soutien indéfectible de la présidence et de notre université dans cette démarche. Je remercie également tous les agents de l'université. Je vous ai expliqué que beaucoup de services étaient mis à contribution. Je voudrais ajouter le PAVM qui fait les prises de son, prises d'image. Et cela nous permettra d'être présents sur les réseaux pour rendre vraiment justice à l'événement que nous avons préparé. Et bien évidemment, je veux remercier les agents de la DRI, de la Direction des Relations Internationales, pour l'organisation sans faille de ces rencontres que j'espère fructueuses. Donc, vive le Brésil, vive la francophonie grand F, vive la francophonie petit f, et que vive la francophilie. Merci beaucoup. Et donc, je vais maintenant céder la parole à Monsieur l'ambassadeur du Brésil en France, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous a envoyé une petite capsule vidéo, donc que je vous propose d'écouter. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est un grand plaisir pour moi de participer, ne serait-ce que virtuellement, à ces rencontres internationales de la francophonie de Lyon qui, dans le cadre de l'année du Brésil en France 2025,
rendent hommage au Brésil et mettent en lumière les liens de la francophonie avec la langue portugaise. J'aimerais saluer l'engagement remarquable de l'Université Lyon 3, Jean Moulin, envers la saison. Je remercie tout particulièrement la Faculté des Lettres qui a mis à l'honneur le Brésil au long de l'année universitaire 2024-2025. Je vous félicite pour la richesse de la programmation proposée qui inclut des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des présentations théâtrales et musicales. L'hommage rendu à l'auteur Rita Carelli, lauréate du prix Caméléon, et à sa traductrice en français Marine Durval, clôt magnifiquement ce programme déjà couronné de succès. La saison Brésil-France 2025 a été décidée par les présidents Luiz Inácio Lula da Silva et Emmanuel Macron en juin 2023. Outre la promotion de la culture brésilienne en France, elle a pour principale mission la construction de partenariats durables dans les domaines culturels et scientifiques qui pourront se poursuivre au-delà de 2025. L'année du Brésil à Lyon 3 a réuni des éléments de coopération universitaire, scientifique et culturelle en partenariat avec des institutions et des chercheurs brésiliens. Pour cette raison, elle constitue un exemple emblématique de la manière dont la saison Brésil-France peut contribuer à cet objectif. Je suis convaincu qu'au-delà de mettre le Brésil en avant, ces initiatives serviront d'inspiration pour de nouvelles collaborations, de nouvelles recherches conjointes et de nouveaux échanges d'élèves et d'enseignants entre le Brésil et la France. Je voudrais souligner enfin la centralité de la langue portugaise et de ses diverses manifestations culturelles, telles que la littérature et le théâtre en cette année culturelle Brésil-France. Je rappelle qu'actuellement, la langue portugaise est parlée par plus de 260 millions de personnes à travers le monde. Langue officielle dans 9 pays, le portugais est la langue la plus parlée dans l'hémisphère sud et la 5e dans le monde. Outre la CPLP, le portugais est employé dans 32 organisations internationales comme langue officielle de travail ou de communication. C'est également l'une des langues les plus utilisées dans les médias et les réseaux sociaux. L'enseignement de la langue constitue un outil primordial pour la diffusion de la culture brésilienne dans le monde. C'est également un facteur indispensable pour encourager les liens d'amitié et de collaboration qui unissent le peuple brésilien et le peuple français. Dans ce cadre, nous cherchons à élargir notre réseau d'électorat dans ce pays, qui comprend désormais 4 universités françaises, dont Lyon 3. Permettez-moi de vous rappeler de plus que dans le cadre de la rencontre présidentielle au Brésil, en mars 2024, parmi les plus de 20 accords conclus, figurait une déclaration d'intention dans le domaine de la formation de professionnels, de l'enseignement scolaire et de la promotion du plurilinguisme, qui met en valeur notre volonté de coopérer pour promouvoir l'apprentissage de la langue portugaise en France et de la langue française au Brésil. En célébrant les liens qui unissent la culture brésilienne et la langue portugaise à la francophonie, des événements comme celui d'aujourd'hui contribuent à ces efforts conjoints et renforcent nos partenariats dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. Je vous remercie une nouvelle fois et vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Monsieur Olivier Costa, consul honoraire du Brésil à Lyon, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les écrivains, Mesdames, Messieurs. Merci beaucoup, Madame Dang, de m'avoir tiré les oreilles parce que j'ai fait mon brésilien, à savoir que j'ai répondu à la dernière minute. Mais comme disent les Brésiliens, tout se fage. Tout se fait. Ce qui compte, c'est d'avoir l'envie, la volonté. Et c'est vrai que je suis aujourd'hui très, très heureux de prendre la parole pour introduire ces rencontres internationales consacrées au lien entre la francophonie et la lusophonie, et bien sûr entre la France et le Brésil. C'est jamais facile de passer après un ambassadeur.
les ambassadeurs, avec tout l'apparat que vous venez de voir. Mais cette image illustre parfaitement le lien entre la francophonie et la lusophonie, à travers notamment la présence des deux drapeaux qui étaient derrière monsieur l'ambassadeur. Comme vous le savez, la francophonie et la lusophonie sont deux espaces linguistiques, intellectuels et culturels riches qui ont tissé de nombreux liens à travers l'histoire, la diplomatie, la culture, l'économie. Monsieur le Président le rappelait également, à travers le sport. Il est impossible en quelques minutes d'embrasser toute cette richesse. Une vie, voire même plusieurs, n'y suffirait pas. La France et le Portugal ont joué un rôle central dans cette histoire de l'expansion, à travers l'expansion européenne et à travers ces trajectoires parallèles que vous connaissez, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Amérique ou encore de l'Asie. Le développement linguistique, et dès lors la francophonie et la lusophonie, se sont inscrits dans cette expansion européenne par-delà les océans. Rappelons que le Brésil a été découvert le 22 avril 1500 par l'explorateur portugais Cabral. À l'époque, le Brésil s'appelait la terre de la vraie croix et c'est devenu une possession de la couronne portugaise en 1522. Ce n'est que le 7 septembre 1822 que le géant d'Amérique latine est parvenu à l'indépendance. Et très fréquemment, lorsque l'on demande avec quel pays la France partage-t-elle la plus longue frontière, il est habituel d'entendre comme réponse la Belgique ou l'Espagne, selon certains critères kilométriques, mais c'est bien avec le Brésil que la France partage, à travers la Guyane française, sa plus longue frontière terrestre avec près de 730 km. Ce qui en fait un point unique entre le monde francophone et le monde lusophone, également un véritable pont, au sens physique du terme, pas seulement le pont qui traverse l'Oyapock, le fleuve qui sépare le Brésil de la France, mais aussi ce pont symbolique, intellectuel, entre ces deux espaces linguistiques majeurs. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tout vaut la peine si l'âme n'est pas petite. Je reprends également à mon compte une citation du poète portugais Fernando Pessoa qui met en avant l'audace, les grands projets et les liens entre les peuples, signe des ponts entre la francophonie et la lusophonie. Et s'il y a bien un terme qui illustre à merveille les liens entre la France et le Brésil, c'est celui de pont. Un pont qui traverse les âges, reliant nos langues, nos cultures et nos valeurs communes. Les rencontres internationales qui s'ouvrent aujourd'hui vont nous amener à voyager au Brésil et à explorer cette terre de rencontres, de métissage et d'échanges qui accueillit comme nul autre la francophonie. La fascination entre la France et le Brésil ne date pas d'hier et repose sur des racines historiques profondes. Dès le XVIe siècle, ces racines ont pris naissance à travers les premières tentatives françaises d'implantation en Amérique du Sud. La France antarctique, 1555, colonie française fondée dans la baie de Rio avant d'être chassée par les Portugais. La France équinoxiale, 1612, tentative d'implantation française dans l'actuelle ville de Saint-Louis en Amazonie. Ces épisodes, bien que brefs sur le nombre d'années, ont laissé une empreinte culturelle et marqué les premières interactions entre la France et le Brésil. L'histoire a ensuite tracé d'autres ponts entre le Brésil et l'Europe, notamment à travers l'exil de la cour portugaise à Rio de Janeiro en 1808, conséquence directe des guerres napoléoniennes. Cet épisode majeur fit de Rio la capitale de l'Empire portugais, une situation inédite dans l'histoire coloniale qui contribua à faire du Brésil une puissance incontournable en Amérique du Sud. Ce moment clé de l'histoire a permis une ouverture accrue aux influences européennes, notamment françaises, dans le domaine des arts, des sciences et de la culture. Au fil du temps, cette influence n'a cessé de croître. De nombreux intellectuels, artistes, scientifiques français ont participé au développement du Brésil moderne. Le XIXe siècle fut notamment marqué par l'inspiration française dans l'urbanisme. La rénovation de Rio de Janeiro s'est faite sous l'influence du baron Haussmann, mais aussi dans l'éducation avec la création d'institutions académiques influencées par le modèle français. Comme je vous le disais, la relation Brésil-France a traversé le temps, elle a évolué, unissant la lusophonie et la francophonie à travers des valeurs communes. Comme le rappelait Gilberto Frère, sociologue et historien majeur de l'histoire contemporaine brésilienne, le Brésil n'est pas une simple transplantation d'Europe en Amérique.
C'est une nouvelle civilisation née du mélange. Mais cette originalité de la civilisation brésilienne n'a jamais empêché, bien au contraire, le Brésil et la France d'avoir des liens très forts. Quelques personnalités brésiliennes de tout horizon en témoignent. Dom Pedro II, empereur du Brésil, grand admirateur de la culture française. Il parlait couramment le français et entretenait des relations avec des intellectuels français comme Victor Hugo et Auguste Comte. Il a aussi été reçu à l'Académie des sciences de Paris. Cláudio Manuel da Costa, poète et intellectuel brésilien influencé par les Lumières françaises. José Bonifácio de Andrade Silva, acteur de l'indépendance du Brésil, il a étudié en France et a été inspiré par les idéaux révolutionnaires. Et plus près de nous, Machado de Assis, l'un des plus grands écrivains brésiliens, admirateur de la littérature française, notamment de Balzac et de Flaubert. Vinícius de Moraes, poète et musicien, diplomate en France, il a contribué à populariser la bossa nova en Europe. Tom Jobim, co-créateur de la bossa nova, il a influencé la scène musicale française et collaboré avec plusieurs artistes français, le fado portugais, la bossa nova brésilienne et la chanson française ont des influences croisées. Oscar Niemeyer, architecte de renommée mondiale, il a vécu en exil en France pendant la dictature militaire au Brésil et a participé à plusieurs projets architecturaux en France. Et encore dans le sport, de nombreux Brésiliens traversant l'Atlantique pour jouer dans les stades français. Je suis un ancien de Lyon 3, je suis devenu avocat grâce à Lyon 3, et pour être très précis, je suis devenu avocat grâce à Lyon 3 parce que j'ai joué au foot à Lyon 3. Comment ne pas penser à la fabuleuse période brésilienne de l'Olympique lyonnais, avec notamment Sonny Anderson ou encore Juninho, devenu légende du club. Sur le plan économique et technologique, la France est le premier investisseur européen au Brésil, avec plus de 800 entreprises françaises implantées, contribuant ainsi au renforcement de la francophonie au Brésil. Des partenariats stratégiques existent dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie, des transports, de la défense. Le centre spatial guyanais est un point de coopération important entre l'Europe et le Brésil. Pour conclure, arrêtons-nous sur deux illustrations majeures du lien unissant la francophonie et la lusophonie, la France et le Brésil dont la relation est unique et particulière. Je suis vert, jaune, bleu et blanc. Le vert représente la forêt amazonienne, la nature et l'écologie. Le jaune symbolise les richesses naturelles du pays, l'or, les minerais, l'agriculture. Le bleu évoque le ciel brésilien et l'unité nationale. Le blanc incarne la paix et l'harmonie entre les peuples. Reconnaissable par tous, je suis le drapeau du Brésil. Adopté le 15 novembre 1889, jour de la proclamation de la République, le globe bleu représente la voûte céleste au-dessus de Rio de Janeiro, disposée exactement comme dans le ciel à cette date. La croix du Sud, vous l'avez vu tout à l'heure, elle était sur la partie basse du drapeau, est visible dans l'hémisphère sud et bien représentée. Aujourd'hui, le drapeau contient 27 étoiles, correspondant à chaque État brésilien, plus le district fédéral. Le drapeau porte en son sein la devise « Ordre e Progresso ». Rare exemple d'un drapeau inspiré par un philosophe, qui plus est un philosophe étranger, et qui plus est un philosophe français, Auguste Comte. À la fin du XIXe siècle, le Brésil est encore une monarchie, cependant une partie de l'élite intellectuelle s'inspire des idées d'Auguste Comte pour moderniser le pays et rejeter la monarchie jugée dépassée. Le positivisme d'Auguste Comte reposait sur une devise centrale, l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Lors de la création du drapeau brésilien républicain, les positivistes brésiliens ont simplifié cette phrase en « ordre et progresso ». Le drapeau à lui seul témoigne des fortes connexions intellectuelles et culturelles entre la France et le Brésil, qui perdurent encore aujourd'hui à travers l'éducation, la recherche et les relations diplomatiques. Enfin, étant à Lyon, comment ne pas évoquer Allan Kardec et son influence majeure au Brésil. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivel, était un pédagogue et philosophe français connu pour être le fondateur du spiritisme. Il est né à Lyon en 1804. Mort à Paris, ses idées se sont répandues bien au-delà de la France, et notamment au Brésil, où elles auront un impact, et ont toujours un impact considérable. Le Brésil est le pays aujourd'hui où le spiritisme kardéciste est le plus pratiqué au monde, avec environ 4 millions de spirites déclarés et des millions de sympathisants.
le spiritisme, lui aussi, comme le drapeau, illustre un cas unique d'échange culturel et philosophique entre deux pays, la France et le Brésil. Né à Lyon, il est aujourd'hui vivant et dynamique au Brésil. Il incarne un syncrétisme entre la pensée rationnelle européenne et les traditions spirituelles brésiliennes et continue d'influencer la culture, la médecine et les valeurs humanitaires du Brésil. Beaucoup de Lyonnais, d'origine ou d'adoption, l'ignorent, mais juste de l'autre côté du Rhône, qui est donc derrière, se trouve un hôtel, le Sofitel, et juste devant le Sofitel, il y a un tout petit terre-plein où se trouve une stèle commémorative d'Allan Kardec. Les Lyonnais passent devant sans se retourner, des Brésiliens traversent l'Atlantique pour venir s'y recueillir. Des ponts physiques, comme le pont de l'Oyapock, des ponts historiques, intellectuels et spirituels, des ponts culturels et sportifs, des ponts économiques, tous ces ponts ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais aussi des voies à renforcer pour l'avenir et à consolider, signe des connexions profondes et variées entre la France et le Brésil, entre la francophonie et la lusophonie. Je nous souhaite que ces rencontres internationales se placent sous le signe de la beauté intellectuelle, dans un monde qui commence à en manquer cruellement, en citant deux Brésiliens que j'affectionne particulièrement. Socrates, c'est ma génération, l'un des plus merveilleux footballeurs de l'histoire, chantre de la démocratie corinthienne. La beauté du football brésilien ne réside pas seulement dans les victoires, mais dans la manière dont nous jouons. Et encore, Sebastián Salgado, photographe que tout le monde connaît, connu pour ses œuvres engagées sur les questions sociales, environnementales et humanitaires. La France et le Brésil ont cette connexion particulière, une sensibilité à l'art, à la beauté et à l'engagement social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, pour cette présentation. Vous évoquiez la musique. Je vous rappelle que si vous souhaitez entendre de la musique, vous pouvez encore vous inscrire pour la soirée qui commencera à partir de 18h ce soir, où il y aura de la musique brésilienne qui est prévue. Et sans plus attendre, je donne la parole avec plaisir à Simile Soares, directrice du département d'études lusophones de notre université. Merci beaucoup. L'avantage de parler en dernier, c'est que tout est dit. Donc là, je vais parler d'un volet particulièrement important pour nous. Non, vous n'entendez pas? Je acho que c'est mal, hein? Non, il ne marche pas. Tiens, tiens. Je ne peux pas oublier tout le monde que je dois citer. Ouais, c'est bon? Oui? Alors, je disais qu'il y a un avantage quand même de passer en dernier parce que tout était dit. Donc, moi, je vais juste ajouter, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, donc je vais parler du volet pédagogique du département d'études lusophones qui a été créé en 2016. Donc, en fait, notre 9e année cette année, et aussi donc la 6e semaine culturelle du pays de langue portugaise. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2018-2019 avec la première promotion des étudiants de l'OA de portugais-anglais, ici, à Lyon 3. Et donc, c'est un projet qui nous tient à cœur, à tout le département. Donc, c'était une invention pour essayer de marier, en quelque sorte, les services d'université, mais aussi de mettre nos étudiants en lien avec la communauté lyonnaise et les institutions culturelles lyonnaises. Donc, cette semaine culturelle de pays de langue portugaise s'inscrit dans l'année du Brésil, que nous avons commencé en septembre dernier, donc 2024, et se termine en avril. Donc apparemment, on a commencé un petit peu avant, apparemment. Donc à Paris, il y a beaucoup qui commencent maintenant et qui avancent jusqu'à la fin de l'année. On verra, parce qu'il y a beaucoup de projets aussi qui se déroule au long de l'année chez nous. Et donc, cette année, c'était vraiment une année très spéciale parce que nos étudiants ils sont fatigués, ils arrivent, là, ils sont là, parce que c'est la semaine culturelle, l'année du Brésil, les rencontres internationales de la francophonie sont des événements qu'on fait avec eux.
Donc, la troisième année de langue affaires, en fait, dans le cadre de la discipline langue affaires, discours d'entreprise, enfin, ça change beaucoup la dénomination de cette discipline. C'est une discipline phare pour nous parce qu'on essaye de lier, en fait, l'enseignement et l'application de la langue, puisqu'on parle de langue étrangère appliquée, donc d'appliquer la langue et de proposer un projet qui soit à la fois académique, pédagogique et professionnel à nos étudiants. Et donc, ils participent dès la conception, en fait, de la semaine culturelle jusqu'à sa mise en pratique tout au long de la semaine. Donc, je tiens tout d'abord à remercier à eux pour leur engagement et leur... Oui, je vais voir. Et c'est particulier parce qu'on a une promotion donc, beaucoup plus petite, bien évidemment, qu'anglais, espagnol, etc. Et donc, ça nous permet aussi de connaître nos étudiants et de pouvoir avoir une approche plus individuelle. Et nous essayons, en fait, donc je parle de nous parce que Natalia Guerreros, bien évidemment, et moi, nous menons en fait ce département à côté de nos collègues qui sont des vacataires et on est les seuls titulaires tous les deux. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de faire toutes les années la semaine culturelle et encore cette année avec des événements majeurs comme les rencontres de la francophonie, mais aussi là avec la bibliothèque universitaire. Donc, on a organisé aussi avec Lionel Mignot le prix Caméléon. Donc, c'est un plaisir. Donc, je vais juste remercier maintenant parce que c'est qu'on est en retard. Donc, pour finaliser, cette semaine culturelle, on a deux partenaires majeurs. C'est le Théâtre Célestin. On fait une visite guidée en portugais ouverte au public. Donc, le vendredi 21 mars, c'est aussi dans le cadre de la semaine culturelle se déplace. Et on a aussi une collaboration avec le festival Écran Mixte qui a commencé le 5 mars et finit donc le 12 mars avec une projection de cinéma brésilien, donc au cinéma Opéra, ici à Lyon. Donc la semaine culturelle, bien évidemment, a fait une collaboration avec le service des affaires culturelles, avec le service des relations internationales, la faculté des langues, le centre de compétences des langues, la bibliothèque universitaire, le Saxo aussi qui nous accompagne et bien évidemment on est en lien avec les plus grandes institutions ici lyonnaises comme la Maison de la Danse, le Théâtre de la Croix-Rousse, le Théâtre Célestin et aussi les petits théâtres, on va dire, des théâtres plus intimistes. Donc, je vous remercie à tous. Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie aussi la présence de Monsieur le Consul, Natalia Guerreros, et aussi tous les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.